Alors, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Comme vous avez compris, je ne suis pas nécessairement une experte en IA et droit du travail, donc je m'improvise comme juriste de service attachée que je suis au partenariat à l'UQAM. Comme vous le savez, en droit québécois en ce moment, il n'y a pas d'encadrement juridique spécifique de l'IA et encore moins dans le monde du travail. Donc, l'exercice consiste à voir, à partir des normes juridiques actuelles, comment on peut les appliquer dans un contexte de système basé sur l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Alors, comme vous voyez par mon choix d'image, après quelques jours de recherche, j'ai choisi l'image de la poule Monique qui vogue dans un petit chaudron sur les vagues de l'océan. Ma conclusion, bonne nouvelle, nous sommes là, nous sommes à flot, mais en même temps, on pourrait avoir avantage à se doter de quelques moyens supplémentaires pour affronter les vagues qui, sans doute, vont venir rapidement. Alors, mon plan... Merci à Jason, ici dans la salle. Donc, mon plan, c'est de voir 4 domaines du droit très rapidement. D'abord, les droits fondamentaux et les droits découlant du Code civil du Québec. Ensuite, la protection des renseignements personnels. Ensuite, le régime de la santé et sécurité du travail. Et dernièrement, en guise d'introduction aux présentations subséquentes, les rapports collectifs, et ce, tant du point de vue de la négociation de la convention collective que du point de vue de litige stratégique. Donc, les droits fondamentaux, c'est ici que les enjeux éthiques vont se rapprocher le plus aux normes juridiques. Donc, un sens éthique fondamentalement, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et en ce moment, la Charte prévoit le droit au respect de la vie privée, le droit à la sauvegarde de la dignité, le droit des conditions de travail justes et raisonnables, hélas, que dans la mesure où c'est conformément à la loi, et bien sûr le droit à l'égalité. Du côté du Code civil, le contrat de travail prévu dans le Code civil prévoit que l'employeur doit protéger la dignité de la personne salariée. Alors, cas de figure, l'embauche. On a vu les biais sexistes, racistes et ainsi de suite de l'IA sont notoires. Et récemment, on a une décision de l'Institut néerlandais sur les droits de la personne à ce sujet-là. Alors, certes, le cas échéant, c'est une violation de votre droit à l'égalité si vous êtes exclu d'un emploi ou vous avez des conditions de travail moins avantageuses en raison d'un groupe protégé par la Charte, mais la question demeure entière. Comment allez-vous le prouver? Le savoir et encore plus forte raison le prouver dans un contexte de système d'intelligence artificielle. Donc, un droit, oui, mais un droit difficile à mettre en œuvre dans le contexte actuel. Deuxièmement, dans mes recherches concernant le côté déshumanisant d'un système de gestion algorithmique, il y a une décision intéressante que j'ai trouvée de l'arbitre Denis Nadeau, où essentiellement cette décision va venir dire bien c'est important que la valeur intrinsèque de l'être humain, y compris au travail, soit préservée et donc il y a des limites que l'employeur ne peut pas transgresser. Dans cette affaire-là, il s'agissait de l'enregistrement contenu de toutes les conversations de certains postes. Et dans la décision, on peut lire que les salariés ne sont pas des machines ni des programmes informatiques robotisés, jouissent d'une liberté, d'une autonomie dans leurs tâches. Et cette liberté, cette autonomie, c'est indispensable à leur intégrité et à leur dignité. Donc, intéressant. Ça date d'il y a 8 ans. Depuis, eh bien, on est obligé un peu de fonctionner par analogie pour voir est-ce qu'il y a d'autres modes de gestion qui vont être considérés indignes ou déraisonnables au sens de la loi. En ce sens-là, on attend une décision de la Cour d'appel sur la question du temps supplémentaire obligatoire. Ça va être intéressant, ça va venir préciser encore plus la portée de ces droits fondamentaux. Je vous signale une autre décision de l'arbitre Carole Jobin sur un programme de gestion par rendement avec des objectifs numériques absolument ridicules pour l'équipe de soutien à domicile qui a été déclarée illégale dans une décision en 2016. Donc,
Ça, c'est pour la tâche. Maintenant, en termes de surveillance, puis on a vu ce matin que ça se croise beaucoup, l'un devient l'autre, mais on les voit séparément. Donc, les principes en matière de surveillance algorithmique, modes de surveillance qui sont par l'augmentation des bossware, des logiciels visant la surveillance. Je vais juste voir où est-ce que je suis. Oui, dans le... Donc, qu'est-ce qu'on sait? Beaucoup de jurisprudence à ce sujet-là. La règle, c'est la surveillance constante ou continue est généralement considérée comme une condition de travail déraisonnable. Pour être justifiée, pour être légale, la surveillance doit être justifiée par des motifs rationnels et conduite par des moyens raisonnables. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on applique ces règles-là au système d'IA? Bien, encore une fois, on a quelques exemples seulement. Les caméras DriveCam installées dans les habitacles des camions ont été considérées comme étant illégales. Par contre, en 2020, le logiciel Greylog, qui est essentiellement créé pour l'employeur, un rapport sur l'utilisation de chaque salarié de l'Internet tout au long de sa journée, mais on a décidé que non, ça, ce n'était pas une surveillance constante ou continue et donc légale. Je souligne également que la surveillance continue peut être considérée comme une forme de harcèlement psychologique. Dans les deux causes ici, on parle de la vidéosurveillance constante, une décision relativement récente du TAT, puis une plus vieille décision arbitrale en ce sens-là. Donc, en somme, et je dois accélérer, les droits fondamentaux, bien, l'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de les négocier, vous les avez déjà implicitement dans votre convention collective. Le désavantage, c'est que dans le passé, il y a eu une interprétation souvent restrictive de ces droits. Je vous réfère aux travaux de Sébastien Parent, le professeur à l'Université Laval, qui, avis aux intéressés, vient d'être nommé arbitre. Donc, la protection des renseignements personnels, on a entendu parler ce matin. En milieu de travail, est-ce qu'on peut aller glaner, grappiller des protections découlant de ces lois? Deux lois, une loi pour le secteur public et une autre pour le secteur privé. La Commission d'accès à l'information a déposé un mémoire lors de la consultation récente du gouvernement sur la transformation numérique dans les milieux de travail et elle fait une mise en garde concernant la manne de renseignements personnels que les employeurs récoltent à l'aide de systèmes de gestion algorithmique. Donc, la doctrine abonde dans le même sens, donc une source intéressante pour les personnes qui veulent s'équiper là-dessus. Quelques faits saillants dans le temps que j'ai. D'abord, depuis 2021, l'employeur qui adopte un système d'information, je vais mettre le PowerPoint à votre disposition, aucun problème, donc qui adopte un système d'IA, a l'obligation de réaliser une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Donc, une rare mesure en amont. Quel beau point de chute pour une disposition de la convention collective. Qu'est-ce que l'employeur va vous répondre? Moi, je ne le fais pas, je ne respecte pas la loi, moi. Non. Fait que ça peut être un point de chute. Et puis aussi un rappel que la politique de confidentialité pour quiconque recueille des renseignements personnels, mais ça s'applique autant à l'externe qu'à l'interne. Ensuite, données biométriques. La CAI s'inquiète de la banalisation de ces pratiques, un encadrement spécifique, une obligation de divulgation préalable, une première décision dans le domaine de la reconnaissance faciale dans un commerce d'alimentation, mais vous constatez bien que ça a des impacts sur les droits des salariés en même temps. Donc, en somme, protection des renseignements personnels, les avantages, mais en ce moment, c'est quelques leviers dans quelques situations bien précises, mais surtout, je dirais, un potentiel de coalition avec d'autres populations qui se préoccupent du respect du droit à la vie privée. Les inconvénients, c'est qu'en milieu de travail, les défis d'application sont nombreux. Ce sont des droits individuels avec un recours en ce moment exclusif à la CAI. Et donc, à moins de les incorporer dans votre convention collective, pas nécessairement une arme très, très puissante.
J'attire votre attention, je n'arrêterai pas là-dessus, sur les recommandations de la CAI pour les milieux de travail qu'elle vient de déposer. Et je vous invite à les lire. Et surtout à vous inspirer de ces principes-là comme des principes que vous pouvez vouloir faire voir adopter dans vos milieux de travail. Allons maintenant très, très vite. La santé et la sécurité du travail. Depuis 2021, il y en a des obligations expresses en matière de risques psychosociaux. On l'a entendu dans la fébrilité de l'intervenante ce matin, à quel point c'est stressant pour les personnes salariées. Alors, quand on regarde les risques liés à l'IA, bien, ça ressemble drôlement à des risques psychosociaux, notamment en termes de la charge de travail, de l'intensification, de l'insécurité d'emploi. Quel intérêt? Eh bien, du moment qu'on a reconnu les risques liés à la santé mentale comme un risque santé et sécurité du travail, des mécanismes de participation, de prévention embarquent, dont le droit d'être informé des risques auxquels on est exposé dans notre milieu de travail. Petit, j'oserais pas dire précédent, mais quand même pratique passée de la CSST à l'époque, l'utilisation d'un système informatisé d'instruction vocale dans un entrepôt a été considérée comme une violation de la loi parce que l'organisation du travail portait atteinte à la santé mentale des travailleurs et des travailleuses. En somme, le régime de santé et sécurité du travail, c'est déjà en place, avec tous ses avantages. Les désavantages, c'est les mêmes, c'est-à-dire si vous l'avez déjà puis les mécanismes ne fonctionnent pas bien, bien, c'est pas là que vous voulez attacher votre remorque. Donc, l'IRSST va bientôt déposer un rapport, ça va donner le ton. Est-ce qu'on aura une prise en charge de l'IA au sein du régime, oui ou non? Une modification législative proposée par moi et des collègues du CRIMT. Et maintenant, les rapports collectifs, car comme on a dit ce matin, en fait, l'IA, ce n'est que la prolongation des stratégies traditionnelles historiques du contrôle de l'employeur, comment encadrer le droit de gérance, mais c'est par la négociation, par la convention collective. Le défi, c'est le caractère évolutif de l'IA. On a parlé des clauses sur les changements technologiques. Personnellement, moi, j'irai avec calquer les dispositions de la convention collective sur les principes, sur les mécanismes prévus dans la loi sur la protection des renseignements personnels. L'aide d'entente, mes collègues vont en discuter. Je vous invite aussi à considérer les litiges stratégiques, donc sur les droits fondamentaux. Et aussi, j'attire votre attention sur le fait que, comme on dit, les mauvais faits font du mauvais droit, mais l'inverse est vrai, les bons faits font du bon droit. Donc, vous aurez peut-être intérêt, pour plein de raisons, à épauler les personnes non syndiquées. Déjà, vos milieux de travail ne sont pas nécessairement les pires, donc dans des litiges stratégiques. Le tout nous amène à nous poser la question, est-ce qu'une loi spécifique sur l'IA est de mise en général et dans le monde du travail? Alors, en réponse à une question, moi, j'irai définitivement avec l'encadrement juridique de l'Union européenne, avec une loi spécifique là-dessus, et aussi une loi forte sur la protection des renseignements personnels. Pour résumer, le droit du travail a été conçu pour protéger les personnes salariées contre des gestionnaires humains. La protection, donc, offerte par le droit du travail en ce moment est lacunaire ou au mieux floue ou au mieux émergent sur le point d'être défini par vous. Les droits fondamentaux, bien, c'est quelques remparts contre les pires situations. La protection des renseignements personnels, définitivement un champ à investir pour le mouvement syndical. Le régime santé et sécurité du travail, oui, dans la mesure où on peut démontrer que la santé mentale n'est pas nécessairement atteinte, mais à risque. Et puis les rapports collectifs, c'est ce que vous allez pouvoir en faire. Merci.